on est sur du total de locatif sur du 6800. Si on enlève les charges, on est dans du cash flow qui tourne autour de 2003-2004. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cet épisode podcast immobilier belge. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un membre du club fidèle depuis 3 ans, donc Sylvain Guichard, qui va présenter son parcours, qui va expliquer comment il a évolué après 3 ans d'investissement en immobilier. Donc je suis vraiment content de l'accueillir, je vais lui poser plein de questions, on va pouvoir échanger, j'espère surtout qu'il va pouvoir vous inspirer et n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre des commentaires pour pouvoir lui poser des questions, on lui enverra le lien pour qu'il puisse vous répondre. Donc, sans plus attendre, Sylvain, déjà, merci de venir sur le plateau. Comment ça va? Samedi, 18h, 19h. Merci à toi pour l'invitation. Ça va, super. Je suis content d'être là. Yes, super. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots? Est-ce que tu es père de famille? D'où viens-tu? Je suis bruxellois, père de famille, effectivement. Je suis ingénieur en système engineering et je travaille dans le transport public. Donc c'est pas très immobilier à la base. Mais voilà, bruxellois, père de famille. Et qu'est-ce qui t'a emmené? Donc, tu peux décrire ton parcours immobilier? Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que vous avez investi jusqu'à aujourd'hui? En combien de temps? Donc, très rapidement, depuis que j'ai intégré le club, on a investi dans 2 biens immobiliers, 2 maisons à cotes, avec un total de 13 cotes. Et ça s'est fait assez rapidement, donc que je dise pas de bêtises, mais en 2 ans, les achats étaient faits. Okay. Moins de 2 ans même. Donc on a été très rapide grâce à la formule du club qui était derrière. Et voilà. Et donc là maintenant on est opérationnel avec ces 2 biens. Et on est en train de regarder pour la suite, quoi. Super. Là vous avez combien de cash flow grâce à ces 2 unités? Alors, c'est assez intéressant. On a, que je fasse un rapide calcul, on est sur du total de locatif sur du 6800. Si on enlève les charges, on est dans du cash flow qui tourne autour de 2003-2004. 2003-2004. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, je crois que vous avez votre résidence principale aussi que vous avez acheté avant. Et le crédit de la résidence principale est compris dans les charges ici? Ouais, tu te rappelles de ça, putain. ouais, tout à fait. Effectivement, donc on a fait, au moment d'acheter le premier bien, comme on est passé chez Record, là, ils nous ont proposé effectivement de racheter tout, donc la maison et le bien à Liège. Et donc, effectivement, dans les charges, c'est pas mal parce qu'au final, au niveau du bilan de mes charges, je paye plus ma maison, quoi. En fait, c'est ça. Tu sais pourquoi je me souviens de ton histoire? Parce que tu as une histoire de dingue. En fait, on te paye pour vivre. C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent et on te paye ta résidence principale. Donc tu vis, c'est vraiment incroyable. On peut voir ça comme ça, c'est assez... en fait, c'est marrant parce que quand on fait les calculs avec Julie, ma femme, nous, on fait vraiment le bilan des incomes et des outcomes, tu vois, donc les charges et les loyers. Et on est chaque fois là, allez, ce mois-ci, on va essayer de mettre de côté et tout. Et puis parfois, il y a une galère, il faut payer un truc ou quoi, tu vois, et on est là genre, on se plaint. Mais on oublie qu'en fait, avant de faire ça, on payait notre maison, quoi. Et là, maintenant, on la paye plus, elle est payée par les locations. Et voilà, c'est assez marrant de penser comme ça. On s'habitue assez vite au confort, au loyer qui arrive. C'est vrai que des fois, on n'y pense plus. En termes de financement, alors je ne sais pas si tu as les chiffres ici sur toi, mais combien pour votre patrimoine, donc les 3 biens que vous avez achetés, combien vous avez mis de fonds propres? Plus ou moins, est-ce qu'il a fallu débourser 100 000, 150 000? Comment vous avez fait un peu les financements? Vous avez demandé un bien d'un parent à mettre en garantie En fait, non, on n'a rien mis. Donc, on a eu des emprunts à 125. Sur les 3? Donc, le premier, la maison qui était avant l'aventure avec le club. Donc, ça, on l'a acheté nous-mêmes, comme tout le monde, je veux dire. Donc là...
Là, on a dû mettre les frais de notaire. Okay. Donc, mais c'était pas très élevé. Donc voilà, on a fait nos économies, on a été aidé par la famille. Enfin voilà, le classique quoi. Et puis une fois qu'on est passé sur l'opération immobilière avec Record, là ils nous ont refinancé le tout à 125 quoi. C'est ça, sur les 2 dernières opérations. Ouais. Sur les 2 dernières opérations. Incroyable. Donc déjà, on te paye pour vivre et ça ne te coûte rien. Ouais, en fait c'est ça. Bon, après il y a les mensualités quand même, hein, mais non, mais clairement. Donc là on a eu un bon combo. Le courtier aussi qui a bien fait, qui nous a trouvé des bonnes conditions. Record qui est une banque justement qui permet ce genre de trucs. Je pense que c'est aussi lié au fait que voilà, comme je suis ingénieur, il n'y a rien à faire, les banques elles aiment bien les métiers stables, tu vois, où tu sais qu'il n'y a pas trop de risques. Mais voilà, et donc là, je sais que pour la prochaine opération, je sais que je peux encore aller chercher un 125%. Quoi. Wow. Donc c'est vraiment top. C'est magnifique. Ouais. Mais bien joué. Alors l'idée ici, c'est de décortiquer un peu ton mindset, l'état d'esprit, pour que les gens puissent éventuellement se reconnaître. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu as eu, comment t'es arrivé l'idée d'investir dans l'immobilier ? Tu as un profil ingénieur, alors peut-être ça vient de ta femme, des beaux-parents. Est-ce que tu as eu des exemples ou qu'est-ce qui t'a donné ce déclic ou cette fibre ? En fait, c'était un peu malgré nous. On avait d'abord acheté un appartement à Bruxelles, mais vraiment dans le but d'y vivre, pas du tout dans le but de faire une opération. Mais c'était à Etterbeek. C'était, je ne vais pas dire de date parce que je vais dire une bêtise, je ne me rappelle plus comme ça, mais c'était il y a bien 10 ans, tu vois. Donc les prix étaient vraiment pas du tout éclatés comme aujourd'hui. Et en fait, on a acheté l'appart juste avant qu'il y ait vraiment un boom de l'immobilier à Bruxelles. Ouais. 5 ans plus tard, on a eu les yeux sur une maison parce qu'elle s'est présentée à nous, la maison qu'on a achetée, dans laquelle on vit maintenant. Et donc, on a eu notre premier enfant, on a vendu l'appart pour aller emménager dans la maison. Et là, en fait, sans le vouloir, on a fait une plus-value, mais franchement, un truc de fou. On avait pas loin de 100K sur notre compte, quoi. Okay. Mais sans chercher à faire ça, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment juste, on va vendre l'appart, on va vivre dans notre maison. Puis là, boum, tout d'un coup, on arrive dans la maison et c'était plus de 100K. On avait vraiment... et donc là, je me suis dit, oui, il y a un potentiel de fou. Sans vraiment le chercher, on se fait comme ça 100K. Bon, c'était un peu de la chance. On avait quand même... on était tombé sur une bonne affaire pour la maison et tout. Mais là, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire dans l'immobilier, quoi. C'est ça. Et donc, tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier. Ouais. Et t'es tombé... Et puis, je suis tombé sur votre vidéo. Ouais, parce que c'est ça, en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu vite fait. En fait, dans mon métier d'ingénieur, en système engineering, il y a une boîte qui s'appelle Alstom, qui est à Marcinelle. Et beaucoup de collègues à qui je bossais me disaient qu'ils cherchaient des colocations à Marcinelle parce que Alstom est là, tu vois. Et donc je m'étais un peu renseigné comme ça, mais moi-même, tu vois, en me disant, ouais, Marcinelle, c'est une commune, c'est pas trop cher. Il y a moyen de trouver des petites maisons. Et il y a apparemment de la demande, quoi. Et je crois que c'est comme ça que je suis tombé sur un peu en cherchant, tu sais, votre ad est tombé. Et puis, en fait, je t'ai vu, toi et Flo, qui faisiez votre speech, et ça m'a tout de suite parlé, donc voilà. Ok, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu as décidé t'as investi à Liège. Ouais. Ok, comment s'est passé un peu ton parcours ? Donc, tu as fait partie du club, tu as intégré le club, l'accompagnement. Ouais. Comment s'est déroulée la recherche pour trouver le bien ? Est-ce que tu t'es dit, je vais commencer à chercher à Marcinelle, à Mons, à Liège ? Ouais. Est-ce que ça a été vite ? Mais alors, je suis venu avec mon idée de Marcinelle et je sais plus si c'était toi ou il y a un des gars du club qui m'a dit non, arrête tout de suite, c'est complètement éclaté ton plan. Donc ça m'a... En fait, c'est ça que je recherchais, moi, tu vois. C'était justement quelqu'un qui me dise non, arrête, tu fais n'importe quoi, et qui m'a réaiguillé tout de suite. Il me semble que c'était pas toi, mais c'était un autre gars qui faisait l'accueil, tu vois, qui faisait un peu une fiche client, un truc, okay. Une préorientation, et juste avant d'avoir mon coach. Et donc lui déjà m'avait dit ouais, non, Marcinelle, laisse tomber. Donc là, je me suis dit ok, c'est top. Et en fait, très rapidement, en décrivant mon profil, de ce que je voulais faire, donc immeuble mixte, essayer d'avoir un truc de rapport, en fait, ça s'est vite mis sur Liège. Aussi parce qu'on a un peu de famille à Liège, donc Liège m'est pas inconnu, donc voilà. Et le coach en question, Jonathan, là, était liégeois. Ouais.
Donc lui connaissait bien ça. Donc voilà, ça s'est très vite mis sur Liège. C'est ça. Ouais. Tu as fait combien de visites sur Liège à peu près pour trouver le premier bien? Tu te souviens? Mais je pense que j'en ai fait qu'une. Première visite ouais, direct. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ça a été hyper vite en fait. Incroyable. Jonathan m'a tout de suite. Enfin, on a fait le profil ensemble, quoi. Si tu veux vraiment, on a dessiné l'objectif ensemble, et puis tout de suite il m'a dit bah je crois que j'ai un truc. Ok. On a été sur place et c'était canon, quoi. C'était la maison à Boulevard Saucy, reconnue avec 7 cotes. Donc une maison à cotes, reconnue comme telle quelle à l'urbanisme, en vente à 200K, donc vraiment avec des travaux à faire, et on a même pu un peu négocier, donc vraiment nickel, quoi. C'est ça. Donc le projet, 200 000 à l'achat, 7 cotes, il y a des permis de location, un permis de location. Ouais. Combien de travaux tu as injecté? Alors, donc j'ai injecté au total, je dirais 80. Ok. Mais j'avais fait un emprunt de 50 à la banque. Et en fait, je te dis ça parce que on avait estimé avec le coach, mais c'est surtout moi qui avais estimé que avec 50K, je pouvais m'en sortir. Parce que justement, je faisais référence à ce que j'avais fait chez moi, dans ma maison, tu vois, comme je m'y connaissais un petit peu. Mais bon, en fait, au fur et à mesure des travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Genre, par exemple, l'électricité, on avait reçu comment on dit ça, le papier de réception. Ouais. Comme quoi c'était conforme, et en fait on s'est rendu compte que ça l'était pas du tout, quoi. Ouais. Des trucs comme ça qui font que on a dû quand même investir plus, mais sur le long terme, quoi, tu vois, enfin sur une période plus longue que les travaux. Je ne sais pas si tu veux nous raconter, je me souviens qu'il y avait des locataires qui squattaient le logement, tu as dû user de certaines techniques, alors je ne sais pas honnêtement si on peut en parler. Est-ce que c'est borderline ou c'est pas borderline? Non, je pense pas. Okay. Non, parce que non, c'est pas borderline. Non, et en fait, en vrai, c'est intéressant. C'est un bon. Je crois que c'est un bon retour sur expérience. Ouais. C'était ma première opération immobilière, mais c'était pas la plus simple, quoi. Vraiment pas la plus simple. Donc ouais. Cette maison, 7 cotes, en fait, le propriétaire s'en débarrasse. C'est le truc classique d'un gars qui a un parc immobilier et il veut se débarrasser de certains de ses biens. Et en fait, cette maison-là n'était plus occupée depuis super longtemps. Elle était en ordre urbanistique, mais jamais vraiment occupée, quoi. Donc il avait tout fait à l'intérieur. Il avait fait les 2 cuisines, l'exutoire de fumée, enfin tout ce qu'il faut pour avoir les permis, mais sans jamais l'utiliser comme maison de cote. Il l'utilisait comme maison boîte aux lettres. Donc tu avais des gens qui mettaient leur adresse, quoi. Et puis petit à petit, il a, accepté des gars qui vivaient là avec un loyer vraiment ras de mode, quoi, mais vraiment un loyer dérisoire. Je pense qu'il avait juste beaucoup de biens, un bon cœur, et il voulait faire, je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Et donc effectivement, quand on a acheté, le gars le fils du propriétaire nous a dit oui, mais il y a 2-3 gars dedans, mais vous leur dites de partir, ils sont gentils, ils partiront, quoi. C'est ce qu'il m'avait dit au moment de l'acte. Et donc, bon, ok, on fait ça. Effectivement, 2 des 3 partent tout de suite. Donc, je leur dis, voilà, on va faire les travaux, et ils s'en vont. Et le troisième me dit... le troisième, je vois tout de suite que ça va être un peu plus compliqué, parce que déjà, ça sent très mauvais chez lui, tu vois. Quand je dis chez lui, c'est une piole de même pas 15 mètres carrés, quoi. C'est vraiment un tout petit truc, quoi. C'est sa chambre. Ouais, mais c'est là-dedans qu'il vit, quoi. Il a son réchaud et tout, enfin, tu vois, il a juste une toilette sur le palier, mais et quand j'arrive, je vois que la douche, elle fonctionne plus depuis super longtemps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vraiment un plan bizarre, et ça sent mauvais dans l'immeuble, quoi, tu vois. Donc en fait, la personne vit vraiment dans des conditions dures, mais de lui-même, tu vois. Parce qu'il y a de l'eau dans le bâtiment, il y a de l'électricité, mais je sais pas, visiblement il est... Voilà, et donc je lui demande de partir, et il me dit oui, pas de souci, je comprends, machin. Et il me dit, mais vous savez, ça fait quand même 30 ans que je vis ici. Donc je me dis, waouh, putain, ok. Donc laissez-moi juste le temps de trouver. Je dis, franchement, oui, pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je me sens mal aussi, tu vois. J'arrive là, je l'éjecte, le gars, il est là depuis 30 ans. Tu commences déjà les travaux en parallèle sur le reste du bâtiment? C'était l'idée. Donc j'avais justement avec
l'entrepreneur, on avait dit, voilà, tu peux commencer et le dernier étage, là où la personne restait, bah, tu fais ça après, quoi. Et puis les mois passent et il m'a dit à un moment, oui, j'ai trouvé quelque chose. Dans la rue d'à côté, j'ai trouvé et normalement, je peux bouger en décembre, tu vois, un truc comme ça. On était en septembre et donc je dis, ah, super et tout. Et puis en décembre, il est toujours là. Et il me raconte la même histoire, quoi. Et puis je me rends compte en fait que le gars est un peu fou et qu'il me raconte n'importe quoi parce que j'avais été voir dans la rue en question, il n'y avait rien. Et donc là, je me dis, oh là là, ça sent mauvais. Donc l'entrepreneur qui était là avec moi il m'accompagne un peu, tu vois, parce que bon, moi je débarque aussi dans l'histoire. Là, je t'avais aussi demandé un peu quoi faire et tout. Et donc ce que j'avais fait, c'était essayer de trouver un truc à l'amiable avec lui, tu vois, en lui disant, voilà, on peut oublier par exemple les loyers pendant le temps que tu cherches, mais alors tu me montres que tu cherches et que tu pars, quoi, vite. Et moi, je veux bien, on oublie tout ce qui est préavis, on oublie les loyers. Et puis, quand je voyais que ça traînait trop, je lui disais même, si tu veux, si c'est ça le souci, je veux bien même financer ton déménagement, tu vois, payer le camion et les déménageurs, quoi. Mais là-dessus, il me répond, non, c'est pas un souci, l'argent est pas un souci, je dois juste trouver... Enfin bon, bref, je me rends compte qu'en fait, ça sent trop mauvais, dans les deux sens du terme, et que le gars va pas partir, quoi. Donc, j'ai mis un peu trop de temps à me rendre compte de ça. J'étais peut-être un petit peu trop naïf au début en me disant, ouais, il finira par partir. Je rappelle, entre-temps, l'ancien proprio, je lui dis, ouais, ce gars-là... tu le connais un peu, enfin comment est-ce que c'était quoi votre relation et tout, et là-dessus il me dit, ah oui non, lui tu vas avoir du mal à t'en débarrasser, il y a personne qui va vouloir de lui, tu vois, personne ne voudra le prendre dans une autre maison. Le gars qui m'avait vendu la maison et qui m'avait dit ils partiront facilement, quoi. Bref, donc voilà, on a dû passer par un avocat, tout le bazar, la procédure classique, mais qui finalement s'est passé quand même relativement vite. Donc j'ai été chercher l'avocat en janvier et en juin la procédure était entamée, tu vois. Donc ok. Et donc combien de temps ça a pris? Combien de temps il a squatté encore après? Mais donc en fait au total depuis le moment où je lui ai dit de partir jusqu'à ce qu'il soit éjecté, il y a eu 1 an. Il y a eu 1 an. Ouais, un an en tout. Okay. Mais tu as avancé dans les travaux? Non, justement. Et c'est ça qui était... c'est là que ça a été challenge, c'est qu'en fait l'entrepreneur me disait, mais et c'est vrai, en fait, t'es vite bloqué, tu vois, si tu dois tout refaire, tu dois refaire toute l'électricité, par exemple. Ouais. S'il y a une pièce dans laquelle tu peux pas aller travailler, voilà, c'était assez compliqué de phaser les travaux et de laisser une pièce. Surtout que le problème, c'est que le mec, ouais, c'était limite un clochard, quoi, tu vois. Il se lavait pas et tout, donc ça. Allez, il souillait littéralement la pièce. Quand on rentrait dans sa pièce, il y avait des... Je sais pas, sur les murs, il y avait comment... Des matières inconnues. Des matières, ouais, voilà, des trucs... je pense que c'était de la graisse qui avait collé. Enfin, je sais pas ce que c'était. Et mieux vaut peut-être pas savoir. Mais donc, ouais, on a dû attendre jusqu'à septembre, le septembre de l'année suivante, pour que finalement... il soit expulsé, quoi. Yes, ok, sacrée histoire. Comment s'est terminé alors ce bâtiment? Les travaux se sont bien passés? Alors, c'est un autre retour d'expérience aussi. Ça s'est bien passé, mais en fait, si tu veux, ce que moi je voulais faire dans ce bâtiment, c'était, tu vois, c'est ce genre de maison qui a un peu de caractère. T'as des moulures au plafond. T'as une belle cage d'escalier. C'est un peu maison de maître sans être une vraie maison de maître, mais quand même. Et donc, pour moi, c'était important de garder cet aspect-là et de miser là-dessus pour donner un cachet, quoi, tu vois. Seulement, c'est compliqué avec un entrepreneur Enfin, ça dépend lequel, mais en tout cas, celui qui était là, il était en mode, voilà, moi, je fais mon taf, je viens, je refais tous les murs, je refais les plafonds, je pète tout et on refait tout, quoi. Et donc, ça a été un peu... comment dire, de la négociation et tout, enfin pas de la négociation, mais vraiment lui expliquer, essayer de lui faire comprendre que moi en fait qu'un mur soit pas droit, c'était pas grave en fait, tu vois. Je veux même bien qu'il y ait des petites craquelures dans le mur, ça va donner un cachet, tu vois. Parce que moi c'était vraiment ça le but, c'était d'avoir ce cachet un peu vieille maison, mais avec bon voilà de l'équipement neuf, quoi, tu vois, tout ce qui était sanitaire et tout. Il fallait que ce soit neuf et beau, mais je voulais absolument garder ce caractère. Donc
là, l'entrepreneur m'a fait OK, bah, si tu veux, on va faire comme à ta façon. Mais en fait, là, tu vois que ça devient compliqué parce que lui avait compris, mais ses ouvriers ont pas très bien. Enfin, son chef de chantier a pas très bien compris ce concept et ses ouvriers encore moins, tu vois. Donc, il y a eu un peu des trucs du style, ils avaient compris, touchez pas au mur, tu vois. Et c'est pas ça que j'avais dit. J'avais juste dit, vous devez pas replafonner toute la maison parce que déjà, ça coûte super cher de refaire ça. Et en plus, il y a des murs, ils sont OK, tu vois. Je leur avais dit, les murs où tu as des trous ou alors les murs où, je sais pas moi, y a le plâtre tombe, ceux-là, vous les refaites, mais ceux qui sont vieux, mais on voit que ça tient, vous les laissez, quoi, même s'il peut y avoir une petite fissure. Enfin, voilà, tu vois, ce genre de truc-là, ça n'a pas toujours été évident. Et donc, du coup, résultat des courses, on a parfois un morceau de couloir qui n'est pas fait ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc ça, c'était beaucoup d'échanges. Bon, c'était mon choix, hein, mais donc voilà. J'ai dû un peu forcer le truc pour que ça ait le look recherché, tu vois. Ok. Mais finalement, ça a un bon look et je suis content parce que quand je fais les visites, en général, c'est la première chose que les gens disent, c'est ah waouh, ça a du cachet, tu vois. Ok, super. Voilà. Et ça, donc il y a eu un budget supplémentaire, tu as dit environ 30 000 €. Et les délais, combien de temps ça a pris? Alors du coup, du fait de ce choix, au début j'avais dit à l'entrepreneur, vu que tu refais pas tous les plafonnages, vu que tu refais pas tout ça et tout, fais-moi un devis qui tient dans les 50 000 que j'avais emprunté à la banque, ce qui m'a fait. Et puis, bon, en cours de route, on a découvert que l'électricité n'était pas conforme. Donc là, là, il a fallu la refaire. Donc c'était tout de suite 15 000 qui tombent. Et alors, des petits trucs comme ça, tu vois. Enfin, l'électricité, c'était un gros truc, mais un jour, une grosse tempête, on se rend compte qu'en fait, l'étanchéité de certaines fenêtres, c'était plus ça. Enfin, tu vois, des trucs comme ça qui ont fait que, au final, on a dû quand même rajouter. Et heureusement, on avait fait un deuxième emprunt pour le deuxième bien qui était juste à côté, avec le même entrepreneur pour les travaux. Alors ça, c'est particulier parce qu'il me semble qu'un jour, j'avais pris des nouvelles de ton côté et tout d'un coup, tu deviens propriétaire d'un autre bien. Ouais. Donc, ouais. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est mis, ce deuxième bien? En fait, j'avais vraiment envie de rentabiliser le fait d'être dans le club pendant les 1 an. Et je savais que la plus-value que je pouvais vraiment retirer d'être avec vous, c'était d'être conseillé sur les biens, quoi. Et donc je me suis dit, ok, là j'ai mon premier bien, c'est parti, avec le truc d'avocat, machin, c'est en cours. Et donc là, le club, entre guillemets, peut m'accompagner pour les étapes suivantes, mais les étapes suivantes, elles sont dans longtemps, tu vois. Donc, c'est-à-dire commencer à faire de la recherche de locataires et tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire en attendant? C'est déjà chercher un autre bien, quoi. Et donc, j'en avais parlé avec le coach à ce moment-là et avec toi aussi. Et donc, très vite, j'ai enchaîné sur de la recherche. Et comme ça, en fait, l'entrepreneur m'a dit, moi, j'ai un bien juste à côté. Donc le premier, c'était Boulevard Saucy. Et le deuxième, c'est rue Puisansoc. C'est vraiment à 100 mètres, quoi. Donc, celui qui fait tes travaux, c'est un bien qui lui appartient? Ouais. Ok. Ouais. Il venait de l'acheter. Et c'était une maison de commerce. Avec donc un commerce au rez-de-chaussée et une maison au premier, deuxième, troisième. Et lui avait acheté le truc, il a scindé. À l'urbanisme, il a tout fait. Donc, et en fait, c'était son activité aussi. Il n'était pas seulement entrepreneur, il était aussi marchand de biens. Voilà. Et lui garde le commerce du rez-de-chaussée. Et il me dit, voilà, moi j'ai la maison à vendre au premier, quoi. À ce moment-là, il y a aussi une autre maison qui tombe sur le club qui était super intéressante. Et mon beau-père qui nous voit faire ces petits trucs-là, il me dit « Ouais, putain, moi je veux faire la même chose que vous. Est-ce qu'il y a moyen de coller ?» Et là, à ce moment-là, je vois ce deuxième bien sur le club, sur le groupe WhatsApp du club. Hein. Donc même pas, là, c'était même pas un truc en coaching, quoi. Je le vois sur le groupe WhatsApp, quoi. Et donc on a été visiter. Et c'était un truc de fou aussi, une maison avec 6 chambres qui tournait avec déjà des locataires et tout dedans.
Et donc, en fait, on est parti sur celui-là aussi. Bon, là, c'était mon beau-père tout seul, mais je veux dire, voilà, je l'accompagnais. Ton beau-père a acheté ce bien Ouais. au final? Ok. Moi, j'hésitais entre les deux, puis lui m'a dit, en fait, moi, je vais acheter celui-là, quoi. C'est top, ça. Ouais. Donc voilà, on a 3 biens, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Puis lui, il a acheté la maison voisine aussi de celui-là. Donc, en fait, finalement... Vous avez le quartier, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est marrant comme ça se met vite, quoi. Super. Mais comme quoi ça part, j'ai quand même l'impression que ça part d'une forte volonté de ton côté. Ouais. Et après, tu attires les opportunités, que ce soit à travers le club. Si c'est pas toi qui le fais, tu fais une passe D à ton beau-père. Il conclut le deal et après, un bien emmène un autre, un bien emmène un autre. Et c'est comme ça que tu... Et c'est surtout la dynamique qu'il y a dans le club, quoi, qui forcément, si tu cherches, tu as beaucoup de biens qui tombent. Il y a les coachings collectifs aussi du soir où on voit des trucs qui passent. Ouais. Et donc, quand tu es un peu en recherche, voilà, c'est assez facile de tomber sur des trucs intéressants. Ouais. Et je te dis, moi, j'avais ce truc de... faut que je le fasse avant que mon inscription se termine, quoi. Ouais. J'ai 1 an, donc go, quoi, tu vois. Et donc, voilà, pendant qu'on était en procès pour comment on dit, expulser, voilà. Ouais. Expulser l'autre, on a commencé l'opération d'achat du 2e bien, quoi. C'est ça. Et comme je pense que c'était toi je sais plus qui m'avait dit, de toute façon, ces opérations prennent du temps, tu vois, le temps que tu fasses l'offre, le compromis et machin. Donc en fait, on s'est dit, ok, vu que ça prend du temps, on peut gagner un peu le temps qu'on est en train de perdre avec l'expulsion de l'autre pour faire ça, quoi. Ok. Et tu peux nous décrire ce bien, les chiffres, prix d'achat, montant des travaux, loyer perçu? Ouais. Donc c'était prix d'achat 200. J'arrondis, mais c'était plus ou moins ça. Donc 200 et travaux 100. Et là, en fait, donc dans le premier bien, j'avais demandé à ce que l'entrepreneur garde le caractère de la maison. Et dans le deuxième, je me suis dit, ok, je vais pas faire ça, je vais le laisser faire son truc, tu vois, et j'interviens pas, quoi. Donc l'approche était complètement différente. Donc en fait, on a une maison avec 54 travaux. Finalement, bon, l'un dans l'autre. C'est le même entrepreneur. C'est le même entrepreneur. Ah oui, c'est ça. Okay. Dans une des maisons, il fait ce que je voulais, et dans l'autre maison, je lui dis, fais ce que toi tu veux. Et donc c'est marrant parce que ces 2 maisons, du coup, il y en a une qui est, tu dirais que c'est un bâtiment neuf, parce qu'il a tout fait, il a tout replafonné et tout. C'est beau, hein, c'est clean. Et l'autre, c'est une maison avec du caractère, quoi. Donc c'est deux trips différents. Si le club n'était pas là, qu'est-ce que ça aurait eu comme impact sur tes investissements? J'aurais peut-être acheté à Marcinelle. Je sais pas ce qui se serait passé. Okay. En vrai, je sais pas ce qui se serait passé parce que je me pose souvent la question. Je me dis, toi et Flo, vous l'avez fait sans le club, vu que voilà. Quand on a commencé, ouais. Voilà. Et donc avec beaucoup de galères. Ouais. Et voilà, vous avez eu des galères. Donc d'un côté, je me dis peut-être que j'aurais galéré. Probablement, en fait, j'en sais rien, mais probablement que j'aurais galéré et que j'aurais finalement, ça aurait pas très bien marché et que j'aurais été de ceux qui disent ouais, l'immobilier, en fait, ça marche pas si bien. Enfin, tu vois, qui crachent un peu sur le truc. Clairement, j'aurais pas acheté 2 biens en 1 an, ça c'est sûr. Enfin, pas en 1 an, mais tu vois, dans la foulée, ça j'aurais jamais fait. Donc je sais pas, vraiment je sais pas. Et d'un autre côté, peut-être que je me serais fait une expérience et que... Ouais, on sait pas. Je sais pas. Ok. Et les financements à 125%, tu connaissais déjà? Non, non, pas du tout. Non, justement, moi je partais du principe qu'il fallait les frais de notaire d'office, qu'il fallait même peut-être mettre un peu plus que ça. Ouais. Non, j'avais vu ça dans une de vos conférences gratuites où j'avais assisté et c'est là que j'avais vu ce truc de 125. Et c'est là que j'ai été chez mon courtier en disant, qui était un pote, en disant voilà, j'aimerais avoir ça. Et il m'a dit ok. Et c'était parti, quoi. Ok, top. Et qu'est-ce que tu as préféré le plus dans le club? J'aimais bien le fait que quand toi et Flo vous parlez, c'est assez naturel. Tu sens que ça bullshit pas. Tu vois ce que je veux dire?
Euh, Voilà, j'ai trouvé que c'était... Enfin, en tout cas, sans vous connaître au début, je trouvais que c'était intéressant parce que j'avais l'impression d'entendre des potes parler d'immobilier. Okay. C'était hyper accessible. Et ce que vous disiez, c'était facile à comprendre. Ouais, vous n'étiez pas là en costard, tu vois, à parler de chiffres de dingue. Vous parliez de trucs assez accessibles, en fait. Okay. Ça m'a plu. L'autre truc qui m'a plu et que je trouve vraiment, vraiment important, c'est que c'est ça quand je dis no bullshit, c'est que très vite vous expliquez qu'en fait on n'a rien sans rien, donc c'est pas parce que tu t'inscris au club que tout d'un coup ça va aller. Il faut taffer, et en fait c'est ça que j'aimais bien, c'est que j'ai vite compris qu'en fait j'allais apprendre avec le club et c'était pas un truc formule clé en main où je recevais une maison et voilà, et je faisais rien, tu vois, parce qu'il y avait à ce moment-là il y avait un autre service, je sais plus comment il s'appelle, mais qui proposait ça. J'hésitais avec ce service-là. Okay. Mais là, l'idée, c'était tu vas chercher ton emprunt et eux font tout, quoi. Et après, tu as une maison et ça tourne. Et en fait, avec les surportes, un service, ouais, okay. Mais ça, c'est pas 2300 de cash flow, je pense pas, non. Non, déjà non. Et en plus, c'est pas, à mon sens, c'est pas intéressant parce que une fois que c'est fait, tu dois les repayer pour un deuxième. Enfin, tu vois, ici, ce qui est bien avec vous, c'est que une fois que tu fais une opération, tu apprends énormément parce qu'il y a cette philosophie de on vous accompagne, mais on vous laisse faire quand même. Tu vois, donc du coup, en fait, tu te retrouves à faire toi ce qu'il faut, mais accompagné. C'est ça que j'ai adoré, quoi. C'est que tu apprends vraiment comme ça, quoi. Ok. Maintenant que tu as fait ces invests, tu as réussi en 2 ans, littéralement, à dégager un salaire, quasiment un salaire. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu te dis, je vais quitter mon boulot? Peut-être ta femme quitter son boulot, vous consacrer à ça? Est-ce qu'on continue? C'est quoi la réflexion, la vision en ce moment? En fait, l'idée, ce serait de continuer d'office, et alors d'arriver à pouvoir choisir, en tout cas, d'arrêter, d'avoir le choix, en fait. C'est parce que j'aime bien mon boulot. Je l'arrêterai pas maintenant. Mais j'aimerais être indépendant, en fait, c'est ça, indépendant financièrement, tu vois, pouvoir faire mon boulot parce que j'aime bien le faire et pas parce que il faut que ça paye mes factures. Ma femme, c'est pareil. Donc, on va continuer, ça c'est sûr. Maintenant, je pense pas que ça se fait comme ça en 2-3 ans. Il faut quand même bâtir un peu son patrimoine avant de pouvoir se dire, ok, maintenant Donc voilà, c'est... Quel type de stratégie, exploitation? Vous restez sur des cotes? Donc plutôt immeuble de rapport? Non, là j'aimerais bien faire plutôt de l'achat réno-revente pour pouvoir dégager des plus-values et pouvoir du coup commencer à faire plus d'opérations en chaîne. Passer en société aussi. Et alors, voilà, j'aimerais quand même faire 2-3 achats-reventes pour pouvoir les faire en société et commencer à faire un peu d'opérations comme ça qui rapportent en une fois un petit montant que tu réinvestis ensuite. Ok. Ça, je sais pas, je suis attiré maintenant par ça. Avec les deux colocations, c'est quand même, mine de rien, c'est quand même du boulot parce que je fais tout moi-même. Je passe pas par une société de... En termes de gestion locative, tu veux dire? Ça te prend quoi? Combien de temps par semaine, par mois? En fait, c'est difficile à dire parce que on est opérationnel depuis septembre 2024. Okay. Donc les 2 maisons, du fait de notre aventure avec l'expulsion du gars, etc., les travaux des 2 maisons se sont terminés en même temps. Donc on a eu tout d'un coup 13 cotes à devoir peupler, etc. Et comme dans toute rénovation, quand ta rénovation est terminée, il y a toujours des petits trucs à régler, tu vois. Donc là, on a eu beaucoup de petites coquilles dans l'engrenage, on va dire, cailloux dans l'engrenage plutôt, au début. Donc maintenant, on est opérationnel, et maintenant que c'est opérationnel, je dirais que le taf, il se situe surtout dans trouver des locataires au moment, à la fin de l'année scolaire, donc vers juin. Et alors répondre un peu aux questions, devoir intervenir lorsqu'il y a un problème. C'est pas grand-chose, quoi. Ça va, franchement, ça va. Ils sont assez autonomes. Okay. Ils sont assez autonomes. Maintenant, j'ai eu... ça c'est aussi un peu
la particularité de mon parcours, c'est que je suis tombé sur un ou deux étudiants particulièrement difficiles. Ça arrive. En discutant avec d'autres propriétaires, c'est rare, mais ça arrive. Et donc, des étudiants qui m'ont un peu fait la misère, quoi. Ils n'ont pas saccagé des trucs ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça, mais c'est juste très demandeur, très compliqué, très exigeant. Voilà. Et qui, du coup, ça m'a un peu fatigué mentalement au tout début, parce que je voulais vraiment bien faire, je voulais, tu vois, que ce soit parfait, pour que les étudiants soient super heureux et tout. Et j'ai appris, en fait, que tu peux faire ce que tu veux, tout le monde ne sera jamais heureux. Et d'ailleurs, l'entrepreneur qui avait fait les travaux, lui, fait aussi du locatif. Il m'avait dit, je crois que sa règle, voilà, je l'ai incrusté dans mon cerveau, c'est sur les gens que tu vas avoir comme locataire, il y en a 50% qui vont râler et l'autre 50% qui vont jamais rien dire. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Mais moi, je voulais que 100% ne disent rien, tu vois, en mode ils soient contents, quoi, tu vois. Donc ça m'a un peu pris du temps psychologiquement, tu vois, de me faire un peu à ça. Maintenant, je crois que ça va. J'ai compris un peu comment ça fonctionnait, tu vois. Ouais, merci pour ton retour du terrain. Donc voilà, toi, tu as plutôt 50-50. C'est vrai que moi, j'ai la chance maintenant avec mon cash flow, donc j'ai recruté quelqu'un. Il y a plusieurs personnes à qui je cherche. D'ailleurs, j'ai une personne sur Liège qui peut t'aider pour la gestion de tes cotes. Ah, super ça. Il y a un petit tarif, mais c'est sans aucune charge mentale. Elle assiste aux assemblées générales, elle fait tout vraiment à distance. Ça, c'est pas mal, ouais. Elle me dit j'achète ça. Des fois, elle avance même de l'argent pour changer de micro-ondes et nous envoie la facture. Ouais, ça, c'est pas mal. Donc ça peut aider. Et quand j'ai commencé, alors pour en revenir à tes stats 50-50, moi, j'étais moins au fameux Marcinelle, au fameux Charleroi. J'étais à peut-être 10%. 10% qui sont demandeurs. Qui sont demandeurs. Ouais, mais après, j'ai répondu de moins en moins. Je crée une sorte de distance. Déjà, il y a une distance avec l'âge, donc il y a une sorte de respect. Et j'étais pas aux aguets. Enfin, c'est-à-dire, ça dépend du problème. Si c'est un problème fonctionnel, chaudière, il n'y a pas de chauffage, alors là, je fais vite, rapide. Ouais. Mais si c'est des petits détails du genre qui ne sont pas ma faute, toilette bouchée, micro-ondes qui ne fonctionnent pas, ou un truc qui n'est pas forcément de ma faute, mais qui est plutôt de l'usage, alors soit je les laisse un peu se débrouiller, ou soit, tu vois, je crée une petite distance et les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas me contacter quand ils veulent. C'est ça, en fait, tu as eu la... Enfin, je sais pas si tu as réussi à faire ça tout de suite, mais moi, c'est exactement ça où j'ai eu du mal, c'est de mettre cette distance. Ok. Au début, j'étais comme ça. C'est normal. Tu as mis ton cœur, ton âme, tout ton argent, à fond, le truc est nickel. Dès qu'il y avait un petit souci, et puis un jour, il y a je sais plus, il y a une étudiante comme ça qui me dit il y a une araignée dans la maison, enfin tu vois, un truc comme ça, quoi. Je te jure. Et donc j'étais vraiment en mode waouh, ok, là. Puis ma femme aussi, qui me voyait de l'extérieur, me dit mais c'est pas possible, quoi. T'es trop dedans, t'es vraiment trop impliqué, quoi. Tu vois, il faut qu'il se débrouille. Enfin, exactement comme tu dis. Je crois que j'ai mis du temps à capter ça, en fait. Ouais, ça va. Ok, voilà. Super. Bon, là, c'est géré de toute façon. Ouais. Alors, on va retourner un peu sur des questions psychologiques. Okay. On est assez curieux de voir. Est-ce que tu as été peut-être prédestiné pour ce que tu fais ? Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance ? Alors, ton enfance, je veux dire, à l'école, quel type d'élève tu étais ? Est-ce que tu étais plutôt le rebelle, le premier de la classe, tout devant, tout derrière, celui qui fait des siestes en cours Est-ce que tu as aimé l'école ? Ouais, j'ai des bons souvenirs de l'école. Quand tu dis école, tu parles de primaire, secondaire, peu importe. Globalement. Globalement. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'école parce que c'est là que je me suis fait tous mes potes. J'ai encore beaucoup de potes de secondaire aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'école pour ça. J'étais pas le meilleur élève, ça c'est sûr que non. Milieu, tu dirais ? Milieu. Ok. Ouais. Je me tapais beaucoup de seconde cesse en supérieur. J'ai vraiment... Ouais, j'ai eu pas mal de seconde cesse. Ouais, au début, j'ai un peu changé d'orientation aussi en cours de route. À la base, je voulais m'orienter plus vers un truc artistique pour finalement faire ingénieur, donc rien à voir. Tu vois. C'était quoi ton rêve d'enfant ? Mais, au début, je faisais de la bande dessinée quand j'étais petit. Donc tu dessines bien alors ? Ouais, je dessinais bien. Stylé. Ouais,
Ouais, pour mon âge, c'était pas mal. Je voyais qu'il y avait des gens qui étaient en mode « Oh putain, pas mal ». Sylvain Guichard. Ouais, non, je te jure, je faisais ça plutôt bien. Et puis, en fait, c'est vrai que mes parents, ça c'est peut-être un peu plus profond, mais mes parents n'étaient pas loin d'être riches, tu vois, vraiment. Classe moyenne plutôt basse. Et donc, j'ai vite capté que pour faire tout ce qui était artistique, ben, soit, en fait, t'es un vrai de chez vrai et t'es prêt à vivre avec des pots de confiture, tu vois, et pas savoir où dormir à la fin du mois. Et moi, je n'étais pas comme ça, quoi. Je crois que c'est lié avec mon enfance où mes parents faisaient attention à l'argent et c'était pas facile tous les jours. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'avais pas le safety net, tu vois, donc j'avais pas... Mon rêve, ça aurait été de faire de la musique ou du dessin. Mais en général, si tu fais ces études, si t'as pas des parents riches derrière, ou comme je dis, ou vraiment une volonté quitte à vivre dans la rue, tant pis, j'y vais. Mais moi, j'avais pas ça. J'avais besoin de ma sécurité et tout. Donc, je me suis vite orienté vers des études plus cadrées, tu vois, plus sérieuses. C'est pour ça que je visais... Plus prometteuse d'un salaire. Ouais. Mais donc voilà, j'étais pas le meilleur élève, mais j'étais sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. J'avais vite conscience des enjeux qu'il y avait derrière, quoi. Je savais qu'il fallait réussir à l'école. C'est ça. Tu vois ? Ok. Et quand tu as découvert l'immobilier, tu as vu en immobilier le levier peut-être pour gagner plus, pour gagner du temps, pour te consacrer à ta passion. Est-ce qu'elle est toujours là d'ailleurs, cette passion ? Ouais. Donc ma passion, c'est tourner vers la musique en cours de route, donc du dessin vers la musique. Donc effectivement, là, je fais toujours de la musique. Tu peux nous dire ton nom de scène mon nom de scène, c'est Spender. Spender. Je fais ça sur le côté, mais j'ai sorti un son chez Lost Frequencies il y a 5 ans. Je sais pas si tu vois Lost Frequencies, donc le DJ belge là, assez connu. Voilà, donc je veux dire, c'est loin du tout, c'est vraiment très loin de fonctionner pour moi, mais je sors des sons de temps en temps et je fais ça de manière, j'aime vraiment bien et j'aimerais pouvoir le faire plus, tu vois. C'est ça, donc quand tu sors des sons, donc tu fais la prod et tu as des collabs ou des featuring j'ai fait un remix de Henri PFR par exemple, mais bon, je te parle il y a un petit temps, un son sur le label de Lost Frequencies. Cette année, j'ai sorti un son, non pas cette année, l'année dernière, pardon, j'ai sorti un son comme ça tout seul. Le but derrière, c'est éventuellement pas de devenir connu avec ça, tu vois, mais j'aimerais que ma musique tourne, quoi. Ça me ferait plaisir de voir par exemple un de mes sons passer dans un gros festival, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. Pas forcément vouloir vivre de ton activité. Enfin, peut-être si ça se présente. Si ça se présente, voilà. Je ne vais pas dire non, mais... Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Mais bon, j'ai une famille, tu vois, j'ai une vie de famille, donc j'ai pas non plus envie de partir en tournée toute l'année. Ouais. Mais pourquoi pas, si l'occasion se présente de mixer dans un gros festival ou quoi, évidemment, ça c'est sûr. Mais disons que produire de la musique, ça me plairait, et l'immobilier, je vois en l'immobilier un levier pour pouvoir dégager du temps pour pouvoir faire ça, quoi. Ça va. T'es dans quel domaine de musique ? Électro. Ouais. Ok. C'était cause, ouais. Ok, top. Donc, ce rêve d'artiste, cette vision de continuer. Là, tu te concentres plus sur l'achat-revente. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui ? Belle question, ça. Oui, je suis heureux. Je suis heureux essentiellement parce que j'ai une famille incroyable. Donc, j'ai 2 enfants, ma femme... notre petit nid familial est vraiment nickel. Donc de ça, je suis vraiment épanoui. Et en fait, c'est un peu aussi une motivation pour moi dans l'immobilier, c'est d'arriver à leur fournir aussi une forme de sécurité, tu vois. Donc je suis heureux. Je suis pas encore... parce que j'ai discuté avec 2-3 gars dans l'immobilier qui, eux, sont au stade... en fait, je pourrais arrêter de taffer maintenant et vivre de ça. Je suis pas encore là et j'ai pas envie de dire que je serais méga heureux à ce moment-là, mais disons que j'aurais peut-être un stress en moins, tu vois, une petite angoisse comme ça en moins qui est ok, maintenant je mets ma famille en sécurité, tu vois.
Ouais. Voilà. Mais heureux, je le suis, ouais. Ok, super, super. Je pense, en tout cas pour mon expérience personnelle et que j'ai croisé aussi avec d'autres personnes qui sont bien avancées dans l'immobilier, qui sont rentiers et tout. Il y a des phases. À mon avis, il y a vraiment des phases. Donc, une fois que tu as cette fameuse sécurité, tu as encore un nouveau cheminement, des nouvelles questions. Ok, maintenant que j'ai fait ça, c'est quoi la suite? C'est quoi le next step? Quand j'ai plus besoin de courir après l'argent, ben, quand tu as tout, tu peux avoir, moi en tout cas, j'ai un sentiment de facilité. Ok. Ah, en fait, c'est facile, c'est devenu facile. Ok. Tu sais d'où tu viens, mais c'est devenu facile et après, tu vivotes un peu comme ça. Et tu veux dire que là, tu es plus dans le... Ok, ça devient un peu des défis. Tu as envie de te mettre... Le défi, c'est se retrouver un nouveau why, un nouveau pourquoi. Ok. Parce que, alors moi, ce que je fais quand j'atteins un certain stade, je le concrétise, matérialise dans la vie et donc j'augmente mon style de vie. Je fais plus de dépenses, je vis dans le confort, etc. etc. Mais ça, tu considères que c'est une bonne chose? Bah, pour moi, c'est une bonne chose. Ouais. Mais après, une fois, le cerveau, il s'habitue à ça. Ouais. Donc, ça devient ta normalité. Ouais. Et donc, tu dis, bah, c'est quoi la suite? Ah oui, d'accord. Tu vois, est-ce que j'ai besoin vraiment de plus gros, plus vite, plus fort, plus XX? Et est-ce que tu as peur de perdre ce confort? Tu n'as pas peur de faire un retour en arrière Parce que je pense que ce qui est important, c'est quand tu atteins un stade, le plus important, c'est de le maintenir 1 an. Au moins 1 an. Au moins 1 an, ok. Une fois que tu le maintiens 1 an, pour toi, c'est acquis. C'est-à-dire que je crois que ton cerveau est tellement habitué, tes connexions neuronales sont tellement habituées que si tu perds ça, tu vas faire en sorte d'y revenir automatiquement. Parce que ton cerveau ne peut plus tolérer en dessous de ça. Ok. Donc, tu t'es auto-manipulé à ce standing de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est comme si on t'habitue à la Lambo, tu as kiffé. Mais si tu reviens sur une Clio, bon, c'est très, très, très schématique ce que je dis. C'est peut-être même le mauvais exemple. C'est extrême. Mais tu as envie de revenir après la Lambo n'est peut-être pas forcément confort tous les jours. Mais j'ai des enfants, donc la Lambo, c'est mort. Mais non, mais ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil pour le confort de vie. Si tu es habitué, je sais pas moi, à 4 chambres, etc., tu passes à un studio, crois-moi, ton cerveau, il va tout faire pour revenir, peut-être pas sur un 4 chambres, mais sur un 3 chambres. Quelque chose de plus confortable. Il va trouver un moyen d'une manière ou d'une autre. Je pensais que toi, en fait, justement, on n'avait jamais parlé de ça, mais je pensais que toi, tu étais plus du style à pas trop faire des dépenses et investir un max pour un moment, se dire, ok. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. Mais oui, mais tu dis que tu adaptes ton style de vie au fur et à mesure. Ouais, parce que c'est important pour moi quand c'est un peu une traversée du désert. Tu avances, tu es seul, personne ne te comprend. Tu as les critiques, tu as les mauvaises voix, on va dire. Et après, tu atteins ton stade. Mais pour moi, ce qui est important, c'est matérialiser ça. Ah ouais, ok. C'est bien, donc, je veux dire. Matérialiser le truc, pour toi, c'est important. Un chiffre sur un compte en banque, ça ne change pas ta vie. Tu comprends? Physiquement, ça change. C'est clair. Ça te permet des possibilités, mais j'aime bien concrétiser ça dans le quotidien. C'est clair. On a parfois la discussion avec ma femme. Tu vois, on se dit, bon voilà, on fait des investissements maintenant. Ça augmente notre patrimoine. Et donc, on sait que dans 20 ans, si on continue comme ça et qu'on revend tout, on sera vraiment riche dans 20 ans. Mais elle me dit, ouais, mais c'est maintenant que les enfants, ils ont 4 et 6 ans. C'est maintenant qu'on aimerait voyager, se faire plaisir et tout ça. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça. Mais j'ai quand même une petite voix au fond de moi qui me dit ouais mais te laisse pas aller dans le bling bling, tu vois, parce que bien sûr, mais il faut se créer ses propres règles, c'est-à-dire tu as beaucoup de règles. Par exemple, pour les gens qui achètent des véhicules, il faut pas que le véhicule te coûte plus de 10% de ton patrimoine. Enfin, tu as des gens qui font ça. Si tu fais des vacances, tu veux claquer je sais pas moi 2 000 € par mois, il faut avoir 4 000 € de cash flow au moins le double. C'est un exemple bidon, ça, c'est que j'ai sorti. Toi, tu as maintenu ces règles. Ouais, c'est ça. C'est pas je gagne 2 000, je dépense 2 000. Non, ça jamais il faut faire ça. Tu vois. Faut vraiment que tu ailles beaucoup plus loin. Et après, ce que tu dépenses de manière peut-être pas ostentatoire, mais l'excédent, c'est un peu l'excédent. Tu remplis ton vase et le surplus, tu profites de ça pour te faire plaisir, quoi. Mais c'est chaud aussi d'y arriver. Là, ça t'a pris combien de temps de pouvoir se dire, ok, maintenant je suis arrivé à ce rythme-là, parce que
avant d'y arriver, t'as quand même quelques années de galère. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors c'est l'histoire de ma vie. Hein. C'est vraiment. En fait, moi, je suis assez particulier. Je suis beaucoup dans le ressenti, dans le toucher, dans le ressenti, dans les sensations et dans les énergies. C'est-à-dire, je vais pas à l'opposé. C'est par exemple celui qui fait un Excel, peut-être l'ingénieur. Celui qui a fait un Excel, je gagne autant, je mesure autant, je peux dépasser autant. Moi, je fais pas trop ça. Ok. C'est l'approche de ma femme. Voilà. Ouais. Et donc, je dépense un peu de plus en plus et je vois ce que ça me fait. Est-ce que ça m'impacte réellement dans ma vie ou pas? Tiens, je dépense 1 000 euros. Oh, bon, ça va, je continue à vivre, toutes mes dettes sont payées et ainsi de suite, tu vois. Ah, tiens, je vais dépenser 2 000 par exemple, tu vois. Et c'est comme ça que je fonctionne, c'est un peu au fur et à mesure. Je dépense, j'attends, je vois, ça fonctionne bien. Mais tu regardes quand même tes comptes à un moment, enfin, je veux dire. Ouais, mais alors, c'est particulier, hein. Moi, j'ai pas mal de loyers maintenant. Ouais. Et en fait, ce qui était intéressant, parce que j'ai beaucoup voyagé en 2023, toutes les 6 semaines, je voyageais. Et en fait, quand je dépensais des sous, mais tu as un autre compte qui se remplissait à la fin du mois. T'as des comptes, ça se dépensait, ça se remplissait, ça se dépensait, ça faisait des vases comme ça et j'étais à l'aise. Je voyais que je dépensais moins que je devais. Mais chacun, c'est vraiment propre à chacun. Oui, bien sûr. Propre à chacun et non, il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Non, c'est clair que c'est propre à chacun, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que pour un lambda, arriver comme ça à se dire ok, je peux augmenter mon train de vie grâce à l'immobilier, ça, bon, sauf coup de chance ou quoi, mais t'as quand même 2, 3, 4 ans avant de, même peut-être un peu plus, avant de vraiment pouvoir sauf si tu te lances dans des gros Airbnb, alors ça peut aller vite. Parce que tu as beaucoup de cash qui rentre et c'est pas tous les mois, c'est à chaque réservation, donc tu vois vraiment l'argent monter. Le compte, tu le vois grandir assez rapidement, donc psychologiquement, tu es à l'aise. Mais si tu es en coloc, c'est ça. Le pas, il est plus lent, c'est mois par mois. Si tu fais des achats-reventes, c'est tous les 6 mois, tous les ans, par an. Et là, les Airbnb, c'est beaucoup plus quotidien, donc... donc voilà. Merci. On va clôturer sur deux dernières questions. Alors, est-ce que tu aurais 3 livres, 3 personnes peut-être, 3 personnes qui t'ont inspiré ou 3 podcasts, des chaînes YouTube qui t'ont vraiment impacté? Ouais. Donc le premier, c'est un petit livre de Fabrice Midal qui s'appelle Foutez-vous la paix et apprenez à vivre. C'est un petit livre qui, en plus, Fabrice Midal, il est prof de méditation. Je suis pas du tout dans la méditation, tout ça. Enfin, je veux dire, je dénigre pas, mais c'est pas du tout mon truc. Je suis tombé sur ce livre via mon frère qui me l'avait conseillé. Ça se lit vite. Et en fait, dans le livre, il explique à quel point on se met nous-mêmes des barrières de par nos ambitions et de par des petites voix internes où on est... notre pire jugeur, tu vois ce que je veux dire? Notre pire juge, c'est nous-mêmes en fait. Et il dit en fait quand tu apprends à lâcher prise vraiment sur tes exigences, tes propres exigences et accepter d'avoir tes défauts, etc., c'est là que tu libères vraiment ton vrai potentiel. Il y a plein d'exemples dans le livre où il dit c'est quand tu arrêtes de réfléchir que tu fais... Je pense que c'est valable en musique. En musique, j'ai beaucoup vécu ça. Donc, quand tu essayes de faire un truc bien, où tu te dis, ouais, il faut que ça marche, il faut que ça soit comme ça et tout, au final, tu fais souvent de la merde. Et quand tu te laisses aller, que tu t'amuses et que tu fais un peu ce que tu veux, moi, mes morceaux qui ont le mieux marché, c'était comme ça. C'était en 2-3... vraiment spontané, voilà, exactement. Prise, Et je pense que en business et en immobilier, je pense que c'est pareil. Tu peux vouloir réfléchir comme ça à mort et faire, tu vois, calculer ton coût, être le méga stratège et puis te faire finalement une opération qui va pas spécialement marcher et parfois sur un coup de tête ou simplement un truc où tu te fais confiance, à ton feeling. Tu peux, je crois que toi t'es fort comme ça, je pense, plus. Voilà. Ce livre-là m'a appris un peu à faire plus confiance à mon feeling. Je n'y suis pas encore, mais je vois où je dois aller et pouvoir... c'est complémentaire à ton côté ingénieur. Tu es carré et en même temps, tu prends des décisions. En fait, c'est ça. Du côté ingénieur, on t'apprend plus à être hyper rationnel, à être sur les faits, etc., ce qui est nécessaire. Mais c'est vrai que tu dois apprendre aussi à pouvoir te fier à tes instincts.
Et dans l'immobilier, c'est fort, je trouve. Tu vois, je pense que vous parliez de ça dans la formation. Aussi, il y a le feeling, quoi. Il y a un moment où tu sens la maison, tu sens le truc. Et là, il faut savoir se faire confiance et se laisser aller, quoi. Ça, c'est le premier. Sinon, la citation d'un influenceur très connu, mais dont j'ai oublié le nom, mais en fait, c'est peut-être pas très grave, mais simplement dans un de ses podcasts, il parlait donc il disait ceci. Il dit quand je commande un steak au restaurant et qu'on m'amène du poulet à la place, je mange le poulet et je vais pas commencer à faire un foin et à rappeler et à revendiquer, etc. Pourquoi ? Parce que il dit je mets le focus sur ce qui est important. Et le poulet, je peux le manger. Je vais pas mourir de ça et je vais pas en faire un foin et gâcher la soirée, etc. Enfin, le message derrière, c'était surtout choisir ses combats. Et je pense que ça, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et ça, c'est un truc que j'essaye de faire au maximum. C'est super inspirant. Donc, où choisir, où tu mets ta charge mentale, où tu mets ton émotion, qui est peut-être une forme d'intelligence émotionnelle. Ouais. C'est intéressant, mais de manière consciente. Ok. Ouais, exactement. Et je vois aussi dans mon travail, il y a des gens qui vont, tu sais, bloquer sur des principes. Ouais, mais c'est pas à moi de faire ça. Dans mon métier d'ingénieur, c'est pas à moi de faire ça. Si le projet c'est pas comme ça, c'est ça les règles et tout. Et puis t'as d'autres qui vont dire, ok, en fait, on s'en fout, on avance, tu vois. Et ça, c'est une force. Je pense que c'est nécessaire de pouvoir choisir ses combats et faire le focus sur ce qui est important. Super. Et le dernier, c'est un livre, là c'est vraiment, ça a eu une influence sur moi, mais c'est marrant parce que c'est un livre que je ne recommanderais pas. Ok, ouais, c'est bon aussi. C'est le livre, ça s'appelle The Secret, mais je pense que tu dois connaître. C'est de Rhonda Byrne. Ouais, c'est ça. Byrne, ouais. Oui, c'est ça. Je le recommanderais pas parce que... Ah, moi, il a créé le déclic. Hein. Ah ben voilà. Un gros déclic, ok. Ok, c'est intéressant. Ouais. Moi, je trouve que c'est trop tiré par les cheveux. Ouais. Donc la loi universelle, comme quoi tu dois... Loi d'attraction. La loi de l'attraction, voilà, c'est ça. Comme quoi, si tu penses vraiment un truc, tu finis par... Si tu le visualises, tu finis par le concrétiser. En fait, là, je le recommanderais pas parce que la façon dont ils écrivent le livre, c'est vraiment genre... c'est un mode d'emploi pour que tu réalises tes rêves, tu vois. Okay. Et ils vendent le truc en mode, si tu fais ça, ça va arriver. Mais d'un autre côté, je trouve que ce qui se cache derrière, en fait, c'est pas mal. Quand tu y réfléchis, c'est pas mal de te dire, je pense, c'est un peu en lien avec l'autre, je fais le focus sur ce que je veux vraiment et je pense plutôt d'une manière positive, donc c'est-à-dire je vais y arriver. Et je crois que cette manière de penser, forcément, ça enlève des stress chez toi, ça enlève des barrières. Tu vois, croire en toi. En fait, c'est ça, hein, finalement, c'est vraiment le thème de Secret, c'est de croire en toi, mais de manière plus pour que finalement tu arrives à réaliser. Je sais pas si toi tu as eu. Mais toi, tu le recommandes pas? Non, parce que moi, je l'ai lu au second degré. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai lu, mais sans prendre le truc au sérieux, mais en lisant derrière les lignes. Tu vois ce que je veux dire? En captant le message. Mais je sais qu'il y a des gens, si je donne ça à certaines personnes, ils vont dire, mais putain, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce torchon? Je sais pas ce que toi t'en as pensé. En fait, moi, c'est comique. Bon, déjà, c'est pas le livre que j'ai lu, mais j'ai vu plutôt le film documentaire. Il y a un film, avec plein d'acteurs, de personnalités célèbres plutôt qui racontent leur histoire. Et alors, la manière dont j'ai eu le lien, c'était mon père qui m'avait envoyé un lien. Et c'était il y a longtemps, 10-15 ans. Et je pense qu'à l'époque, c'était pas encore super populaire. Okay. Et en fait, le fait que mon père m'a envoyé un lien, ça faisait vraiment comme si on a trouvé un secret, un trésor. Et tiens, regarde. Et du coup, moi, je l'ai regardé vraiment de cette manière ultra attentive. Ah ouais, c'est quoi ce trésor, ce secret? Et je l'ai un peu mis, à mon avis, sur un piédestal. Et donc, pour moi, c'était une grosse révélation. Ok. Et ça a changé quoi chez toi? T'as vraiment eu... ça a changé un gros déclic. Donc, avant, j'avais une mentalité fermée. Okay. Ce que j'appelle une mentalité fixe et limitée. C'est-à-dire, c'est quand tu as des gens qui disent c'est comme ça et pas autrement. Okay. Quand tu as des gens qui répètent des choses que leur mère, leur grand-mère l'ont appris, par exemple une recette, et ils ne pensent pas à remettre ça en question, tu vois, améliorer, etc. Et là, moi, ça a cassé tout ça. Toutes mes croyances depuis l'enfant jusqu'à là, et je me suis dit, il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres possibilités, il y a différents types de profils, il y a d'autres manières de réussir, il y a d'autres définitions du succès.
Et ça a Gros déblocage, quoi. Ça a un gros déblocage, ça a enclenché. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai aussi voyagé. Ok. Fait un de mes premiers voyages à l'époque, qui est aussi découvert. Et tout s'est mis de manière à ce que ça a amplifié cette ouverture d'esprit. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 2013, donc 23 ans, 22, Okay. 23, 22, 23. Ouais, ok. Et en fait, tu sais, à partir de cette époque, pas que à cause ou grâce à ce documentaire, j'ai remis en question tout. Avant, j'étais religieux. La religion, les croyances, le métro boulot dodo, gagner de l'argent, j'ai tout remis en question. Et j'ai baqué plein d'amis. J'ai dit, écoute, maintenant, je vais vivre Ah ouais, mon propre putain, ok. chemin, Là, tu je savais vois. pas, ça t'a fait un... Ouais, j'ai grosse remise en question. Et donc, ça, c'est tombé à pic. Donc, t'as lu ce livre après avoir... Le documentaire, j'ai regardé. Ah oui, pardon. Ouais. T'as vu le documentaire après avoir eu cette remise en question ou c'est le... C'est à peu près pendant. C'était À peu près dans pendant. il y avait Ok. une période de quelques mois où j'ai voyagé, j'ai eu un déclic. Et moi, en fait, pour créer un grand changement chez moi, il faut d'abord une phase un peu brutale, comme Ouais. un choc, voyager, un choc culturel. Ah Ouais. bon, il existe d'autres mondes. Ok, ouais. Ce qu'on regarde à la télé, dans les documentaires, ça n'a rien à voir Ouais. avec la vérité. C'est casser les préjugés. Et donc, c'est une première phase. Et après, il y a par quoi je vais remplacer mes croyances qui ont disparu. Ok. Et, c'est là qu'est venu, c'est là que ça apparaît. ok. Ok, c'est possible que je réussisse, ça c'est possible que je puisse faire. Et donc, etc. au final, t'appliques vraiment ce qu'ils disent dans le secret, c'est-à-dire essayer de mettre... ça plutôt. Je l'ai pas appliqué comme une recette parce que j'ai pas eu le livre et dans le documentaire c'est pas forcément Ouais, ultra, c'est vite, c'est ultra. passé, ouais. Mais en tout cas, ça semait une grosse graine. Et je l'ai appliqué plus tard dans des séminaires. Donc c'est revenu, on va dire 1 an, 2 ans plus tard, dans Ok. un séminaire, Ok. mais plutôt en francophone, donc plutôt européen, Ouais, pas ouais. vraiment à l'américaine. Et là, j'ai vraiment appliqué le processus, ça a bien fonctionné. Ah pour ouais, moi. trop bien. Ouais, vraiment incroyable. Mais c'est marrant parce que moi, donc j'avais entendu parler de ce truc. Le documentaire, on me l'avait fait voir en fait il y a longtemps quand j'avais travaillé en job étudiant chez Hamburg Mannheimer. C'est une société d'assurance, c'était horrible, vraiment horrible. Et là, ils étaient en mode ouais, si vous regardez ça, vous allez arriver à faire plein de contrats, tu vois. Ah, mais Ouais, je te c'est jure, incroyable. je te jure, et j'étais À vraiment en mode- l'américaine un peu quoi. Ouais, à mort. Et j'étais vraiment, ils sont dingues, les mecs sont dingues quoi. Et donc, tu vois, j'ai pris ça de haut quoi, tu vois. Ouais. Et puis plus tard, j'ai vu une interview du rappeur Russ. Mhm. Qui lui avait dit mes 5 livres, et dans les 5 livres, il y avait The Secret. Et je dis, ah putain, lui, il a lu ce truc. Et donc c'est là que je me suis dit, bon, je vais le lire parce que... Donc c'est un artiste, ça te parle. C'est un rappeur, ouais. Ouais. Et en gros, il a vraiment... il est parti de rien, il a réussi... En fait, Russ, c'est vraiment un gars, c'est un peu l'exemple de... le mec est parti de rien et il est devenu vachement connu. From the bottom to the... Ouais, voilà. Ok. Et donc, quand il a mis ces 5 livres, je me suis dit, ok, ça vaut la peine de jeter un œil, tu vois. Et je vois The Secret, le truc qu'on m'avait fourgué chez Hamburg Mannheimer, et donc je me dis, bon, je vais donner sa chance. Mais comme je te dis, c'est difficile, il faut le prendre avec un second degré. Je sais pas si tout le monde est capable de prendre ça comme ça, tu vois. Je vois bien des gens qui vont regarder ça et dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois, Ouais, en bien mode, sûr, bien sûr. comme si tu pouvais réaliser... ça demande un peu de la... Je pense que toi, tu as ça aussi, un peu de... un esprit un petit peu créatif, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou je pense que c'est une question de synchronicité, où en sont les gens dans leur vie. Ah ouais. S'ils ont la tête dans le guidon, alors peu importe ce que tu leur envoies, à mon avis, ils vont ignorer, tu vois. C'est possible, ouais. S'ils sont en mode remise en question, ouverture, Ouais. découverte, apprentissage, alors peut-être que ça va plus leur parler. Ouais, c'est vrai. Donc, Non, tout à fait. ouais. Et moi, c'est arrivé à pic. À Et en pic. plus, comme je te dis, c'était un secret. Ça s'appelle Le Secret. On me l'envoie un peu comme un secret. C'est le destin, quoi. Ouais, c'est vraiment ouais. le truc, les planètes qui s'alignent, quoi. C'est vraiment incroyable. Super. Ok. Alors, dernière question, dernier point. Donc, merci déjà encore pour cette participation, ton partage. Pour tous nos éditeurs ou nos spectateurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker ce podcast pour pouvoir nous faire remonter dans le référencement et aussi soutenir surtout Sylvain. Parce que Sylvain, je sens qu'on va le réinterviewer peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans pour que vous puissiez voir son parcours. Donc là, aujourd'hui... J'espère. Super. Bah, aujourd'hui, tu as déjà partagé 2-3 ans d'investissement au sein du club et on espère te voir beaucoup plus loin parce que c'est exponentiel. Donc, faut pas lâcher. Ouais, faut pas lâcher. Ça, c'est une formule que tu avais souvent dit. Jamais lâcher, c'est le secret. Mais voilà. Jamais lâcher, jamais lâcher. Et est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot, un dernier conseil pour les gens qui nous écoutent
Est-ce que qui ont peut-être des doutes, qui ont peut-être des hésitations, qui se posent peut-être des questions mais n'osent pas passer à l'action? Est-ce que tu aurais un dernier conseil? Déjà ça, donc ne jamais lâcher, c'est le secret. C'est vrai, franchement, en fait, c'est tout con, mais c'est vrai. Moi, voilà, avec ma petite aventure, c'est un peu l'exemple. J'ai eu plein d'embrouilles, mais j'ai pas lâché, et donc ça s'est mis, quoi. Ça a fini par se mettre. Ouais, c'est peut-être un peu bateau, mais visualiser ce qu'on veut atteindre. Et il faut pas se lancer dans l'immobilier comme ça en se disant, ouais, je vais me faire du fric. Tu vois, je crois qu'il y a quand même un peu plus. Quand tu as un peu un motif comme ça, genre, tu vois, moi par exemple, mes premiers trucs, je visualisais déjà la maison terminée avec les étudiants dedans, les cash flows qui allaient avec, mais il y avait un petit truc en plus qui faisait que je me suis investi corps et âme, tu vois. Donc ouais, je dirais il faut essayer faut y croire, mais il faut visualiser un petit peu le truc, essayer de faire cet effort de se projeter. Je pense que c'est important. Super. Voilà. Mais merci pour ton conseil. Merci encore pour ta participation. Merci à vous. Les amis, n'oubliez pas de vous abandonner, de vous abonner à la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On vous dit chaud patate pour investir. Ne lâchez rien, comme il a dit. À bientôt. Ciao.